ce matin, 7h40 minutes, notre invité, Andrea Ori. Salam alaikum. Bonjour, alaikum salam. Alors, vous êtes le représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Nous allons parler ce matin de la liberté de la presse, le prétexte, la journée mondiale de la liberté de la presse. Première question, quel est l'état de la liberté de la presse au Sénégal? On a entendu tout à l'heure, Reporters sans frontières souligner que le Sénégal occupe la 73e place sur 180 pays, 13e en Afrique, 8e dans l'espace CEDEAO. Oui, non, merci beaucoup pour la question, aussi pour être invité aujourd'hui à cette émission. Effectivement, aujourd'hui, on est en train de célébrer au niveau du monde entier le 3 mai, la journée internationale dédiée à la presse, que c'est une journée votée par l'Assemblée générale en 1993 pour rappeler effectivement au monde entier l'importance de la presse dans les sociétés démocratiques. Effectivement, comme vous venez de le dire au niveau du Sénégal, vous le constatez vous-même, c'est les statistiques qui parlent. Nous, on peut que retenir qu'effectivement, il y a la liberté de la presse et une véritable atout de la société sénégalaise, la liberté d'expression aussi. Et ça reste toujours un élément dans lequel on est concerné et on continue à observer effectivement que parfois dans les enjeux de la presse en tant qu'institution structurelle et formelle, on a eu des améliorations. Mais sur la question de la liberté d'expression, sur l'accès aux médias et aussi sur les réseaux sociaux, on voit parfois des tendances un peu assez radicalisées sur certaines questions. Et effectivement, on touchera peut-être dans d'autres questions qu'il y en aura, mais on est encore réjoui de cette situation au Sénégal. Et je pense c'est déjà une opportunité pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Ça représente un atout, c'est effectivement quelque chose de très positif. Comme vous venez de le constater, il faut encore améliorer. L'échelle est encore très loin. Justement parce que 8e place au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas une place très honorable. Je souligne que je suis avec Mohamed Alimba dans ce studio pour cette interview. Oui, merci. Et effectivement, c'est des éléments dans lesquels on est en train de les étudier, de voir un peu l'atout du Sénégal. Mais je dois dire que quand même le Sénégal se porte bien. C'est vrai qu'au 8e sous les 15 pays de la CEDEAO, ce n'est pas non plus au niveau plus élevé. Mais au niveau de la presse en tant que droits de l'homme, la liberté de l'expression, on peut toujours améliorer, mais ce n'est pas non plus un élément de souci dans l'état actuel. Mais oui, justement, le Sénégal qui est réputé être un pays démocratique, avec au moins des alternances, comment expliquez-vous le fait que quand même le Sénégal soit 8e à ce niveau-là? C'est pas fameux, c'est juste après la moyenne. Oui, non, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours améliorer, mais quand même l'accès à l'information, les journaux, ils sont là. C'est vrai que certains journalistes qui ne sont pas, qui expriment leur point de vue, etc., parfois ils se retrouvent dans des situations un peu de restriction de leur liberté de pouvoir exprimer leur opinion. De la part de qui? De l'État, des pouvoirs institués? Moi, je pense que c'est des pouvoirs institutionnels, éventuellement aussi de la pression aussi de la communauté. Il ne faut pas non plus oublier qu'on vit dans une société dans laquelle fortement structurée sur certaines pressions communautaires dans lesquelles effectivement on ne peut pas exercer notre point de vue en toute liberté, parce qu'on a cette sur pression. Sur quel sujet, par exemple sur les droits de la femme, sur les droits des enfants, sur la question
vraiment que ça peut toucher aussi sur certains sujets un peu sensibles, entre guillemets, sensibles sur des questions des droits de l'homme, en particulier sur la question du genre, sur la question de la liberté des femmes, sur les droits des femmes, sur la question des enfants, les enfants talibés. C'est tout un contexte socio-politique et religieux dans lequel on vit, qui mettent de la véritable pression sur les individus pour restreindre leur liberté vraiment d'exprimer leur point de vue. Parce que parfois, dès qu'on exprime leur point de vue sur des sujets, soit entre guillemets sensibles pour la société en particulier sénégalaise, on peut être mis un peu en danger en tant qu'individu. Et ça, c'est aussi une question sur laquelle, en tant qu'au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, on vigile et on regarde aussi qu'effectivement, toutes opinions soient effectivement respectées. On vit, comme vous venez de le dire, dans un État démocratique, dans un État dans lequel l'État de droit, le système judiciaire fonctionne. Et là aussi, il y aura bien sûr des éléments d'amélioration, mais encore une fois, dès qu'on exprime sur leur point de vue en toute liberté, mais en respectant les standards, je dis internationaux, ça peut créer des situations un peu d'embarras. Mais justement, est-ce que la presse est vraiment libre sous nos tropiques au regard des pesanteurs sociaux que vous évoquez? Mais là, je dois dire que comme vous venez de le dire, alors les 8e places sur les 15 pays de la CEDEAO, ça veut dire qu'effectivement, qui a rédigé cette liste avec des grades et des critères, etc., a évalué effectivement, a évalué effectivement que dans les contextes soit institutionnels et formels, mais aussi comme je disais aussi les pressions sociales et communautaires, ça peut créer effectivement des limites dans nos capacités de pouvoir exprimer en toute liberté et en franchise des opinions sans violer, je dirais, la dignité de l'autre personne. Et là aussi, il faut continuer à monitorer et travailler sur une société dans laquelle on peut accepter que les personnes ont des points de vue différents, aussi dans les contextes religieux. On peut aussi avoir des points de vue différents. Et ne pas être aligné à la pensée vraiment générale, etc. Il faut accepter que dans des sociétés modernes et démocratiques, chacun d'entre nous a son point de vue et il doit l'exprimer en toute liberté. Vous parliez tout à l'heure de la radicalisation du discours dans nos médias. C'est au niveau des médias classiques tels qu'on les connaît, ou bien au niveau des médias sociaux, où c'est une jonction? Non, alors là aussi, c'est, comme on dit un peu, c'est les enjeux du XXIe siècle, effectivement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, je le répète un peu, YouTube, Facebook, Twitter, etc., pour ne pas faire trop de publicité, mais ça donnait la possibilité à n'importe qui, et pas des professionnels de la presse qui ont fait une école, qui sont formés, qui sont quand même dans un cadre formel, institutionnel et cadré dans des mécanismes comme l'observateur de la presse, la liberté de la presse, etc., qui peut vraiment réglementer et certains messages. Aujourd'hui, n'importe qui a un smartphone, un téléphone avec accès Internet, il peut aller dans les réseaux sociaux, exprimer son point de vue, mais que ça peut dépasser les barrières, les frontières, les limites vraiment de la dignité humaine. Et aussi mettre en danger certaines personnes qui ont soit exprimé soit des points de vue ou qui sont des minorités. On a vu certaines discussions dans la presse
soit sur la question religieuse, sur la question ethnique, ou soit aussi sur les prises de position aussi politiques. Alors vraiment, il y a cette liberté qui dépasse un peu les cadres dans lesquels il ne faut pas avoir des discours de haine et vraiment mettre les unes contre les autres. Alors il y a cette limite dans laquelle la liberté d'expression, elle doit avoir une frontière qui ne doit jamais dépasser, là où on met en danger l'individu lui-même. Cela amène certains États, certains gouvernements à vouloir prendre des mesures pour réglementer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Est-ce que cela peut constituer une menace? Oui, bien sûr. C'est vrai que, par exemple, on le voit dans le monde entier, sur des éléments comme vraiment des pacifications sociales ou des vies en commun, etc. Ou en particulier dans les Sahel, on voit la radicalisation religieuse, la montée du terrorisme, etc. Et parfois, certains États ont mis en place des lois pour limiter l'accès à l'information. Et ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais on le voit aussi avec les conflits en Europe, entre la guerre que la Russie a lancée sur l'Ukraine, dans lesquels les médias et la presse, ils sont devenus vraiment des outils de propagande. Et aujourd'hui, si vous allez en Russie et vous prononcez les mots guerre, ça va vous mettre en prison pendant les prochaines 15 ans. Et alors, est-ce que c'est la liberté d'expression est respectée? Non, là, effectivement, il y a des éléments dans lesquels des contextes sociaux et politiques sont utilisés pour verrouiller et pour limiter des libertés fondamentales que tous les individus ils devraient pouvoir jouir. L'accès à l'information est évidemment dans nos pays est un problème, c'est un défi. Et d'ailleurs, beaucoup de spécialistes des sciences de l'info et de la communication, les professionnels des médias, je dirais, demandent que de ce côté-là, on ouvre, que le gouvernement fasse des efforts pour permettre aux acteurs d'accéder à l'information. Est-ce que vous avez senti que cette problématique est devenue lourde et que du côté de l'État, on avait une oreille un peu plus... Non, bien sûr, il y a cet enjeu d'un point de vue aussi des pouvoirs exécutifs, des pouvoirs respecter un droit fondamental qui est comme c'est le droit de la presse, l'accès à l'information, à une information qui soit transparente et vérifiée. Il faut vérifier quand même l'information et ne pas ne dire n'importe quoi. Mais justement, c'est pour cela qu'on demande cet accès à l'information, qu'on puisse accéder à l'information beaucoup plus facilement. Oui, voilà, c'est aussi aux journalistes aussi de pouvoir aussi jouir d'un droit fondamental qu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est l'accès à l'information. Pouvoir accéder à l'information, pouvoir mener des missions d'exploration, d'observation, de monitoring un peu de la situation qu'il y a pour effectivement développer et avoir une idée claire de la situation et pouvoir reporter exactement qu'est-ce qui sont les faits. Et parfois, il y a une limite aussi dans l'accès à certaines informations. Et je prends un peu l'exemple au Mali. Il y a eu des allégations des actions militaires maliennes dans lesquelles on dit qu'il y a eu des violations des droits de l'homme et des morts d'hommes dans un village, mais l'État il ne permet pas à la mission onusienne de pouvoir accéder au site et avoir un aperçu effectivement de la réalité des faits et reporter sur les faits. Et justement, au Mali, l'état de la presse là-bas, comment vous voyez cette presse? Est-ce que vous sentez que elle est mise sous étau du régime en place? Oui, c'est bon. Je répète un peu qu'est-ce que le commissariat des Nations Unies a dit récemment.
vraiment de revoir un peu la décision de l'État malien, des autorités de facto, dans lesquelles des médias internationaux ont été obligés de quitter les pays sur des allégations de ne pas bien informer ou reporter les faits comme retenus. Mais encore une fois, c'est vraiment, là c'est très clair qu'on est en train de limiter un droit fondamental, c'est le droit d'être informé, le droit de la presse, et je saisis cette occasion d'être là pour vraiment encourager les autorités de facto du Mali de revoir cette décision et de permettre à toute la presse aussi formelle de pouvoir exercer leurs fonctions et de bien informer aussi les populations. En plus, dans un État démocratique, et ça c'est un élément que ça touche un peu tous les États, l'opportunité vraiment de créer une idée que nous avons, qu'on doit former, on la crée sur la base de la possibilité de recevoir plusieurs informations à la fois, ou plusieurs opinions à la fois. Et comme je le disais tout à l'heure, chaque individu, il peut avoir son point de vue, soit sur une situation donnée, soit sur une situation politique, soit dans un contexte socio-politique, et de pouvoir exprimer son point de vue. Alors au public, ça lui revient, hein, comme les gens ils sont quand même intelligents, de pouvoir écouter monsieur A, monsieur B, etc., ou les différents médias, et de pouvoir arriver à sa conclusion à lui. Et de dire, voilà, c'est ça que je crois, et je retiens mon point de vue en fonction d'avoir écouté plusieurs opinions. Ce n'a pas cette pluralisme des points de vue, et on aura une pensée unique. Et ça, ce n'est pas vraiment un élément démocratique de pluralisme, d'ouverture à tous les points de vue. Avec les nouveaux médias, ce ne sont plus que les journalistes qui font l'info, hein, mais ça conduit à de la désinformation, des infox, des fake news, d'où le thème de la journée d'aujourd'hui, le journalisme en état de siège numérique. Ouais. Le numérique, une menace ou bien une opportunité pour le journalisme? Non, pour moi, je le dis toujours, c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité aussi pour les journalistes d'évoluer. C'est toujours, il ne faut jamais rester bloqué. En dehors du progrès. Voilà. Et c'est les progrès, c'est des éléments vraiment qui vont améliorer votre boulot, votre travail, et il faut quand même saisir ces opportunités. Ça crée aussi une crise. Au début, on a vécu cette crise dans le sens que on voit un peu les médias classiques mis un peu à côté, au dépassé de qu'est-ce qu'on appelle les influencers ou les personnes qui ont beaucoup de followers. Aujourd'hui, on est évalué et payé en fonction de combien de personnes ils sont en train de nous suivre.